Les secteurs agricoles revêtent une importance capitale dans la survie de toute une nation. C'est pourquoi manger bio et surtout manger les aliments locaux et traditionnels doivent être l'une des priorités dans des projets des décideurs. Mesdames et messieurs, recevez mes salutations distinguées. L'AJA Kinshasa a organisé ces plateaux spéciaux ce lundi 6 février 2023 pour édifier la population congolaise sur les biens fondés de la campagne Authenticité alimentaire. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec mes invités et d'autres confrères. À ma gauche, j'ai M. Dan Eugle, fils tonnerre, il est directeur à la radio Shalom Africa et présentateur de l'émission Baromètre. À mon extrême gauche aussi, de l'autre côté, nous avons Madame Jeda Makila, qui est directrice à la RTNC Radio et présentatrice de l'émission Écho des agriculteurs. Pour nos invités, nous avons le professeur Théophile Mbemba, qui est l'auteur de plusieurs livres, revues et enquêtes, mais le plus récent est la cartographie de la production des aliments locaux et traditionnels. De l'autre côté, nous avons M. Sylvain Toumba, qui est le secrétaire exécutif de SENPAF RDC, et M. Malembe, qui est de la CONAPAC. Et puis le dernier invité, M. Clément Tengeteng, expert international en sécurité alimentaire. Merci beaucoup pour votre confiance. Alors, messieurs les invités, vous avez lancé aujourd'hui la campagne sur l'authenticité alimentaire. Quel est le bien fondé de cette campagne? Je commence par le professeur et puis nous allons parler comme ça. Le bien fondé de cette campagne est de répondre d'ailleurs à une exigence du constituant, qui au niveau de la Constitution, l'article 47 de la Constitution, stipule que l'État doit garantir la santé et la sécurité alimentaire de la population. Et lancer cette campagne, justement, le CEPAF veut aller dans la direction qui consiste à dire que la sécurité alimentaire n'est pas suffisante pour la République démocratique du Congo. Il est vrai que la sécurité alimentaire peut être assurée par des aliments, bien entendu, en termes de disponibilité, en termes d'accès, en termes de stabilité, en termes d'utilisation de nutriments de ces aliments. Mais sachez que ça peut être fait avec des aliments importés. Or, nous avons une population quand même pauvre. Or, nous avons une flore et une faune avec un potentiel alimentaire important. Et donc, il est important aussi qu'au niveau de notre pays, que nos populations apprennent à connaître les aliments qui existent et qui sont naturels, qui sont sains, et qui, en les consommant, leur permettra de pouvoir être en bonne santé. Merci beaucoup, M. Sylvain Toumba de SENPAF. Vous avez déjà démarré ce travail par rapport à la décennie alimentaire. Est-ce que la campagne tombe un peu à point nommé? Tout à fait. La campagne est même dans la dynamique de ce que le SENPAF a commencé depuis une décennie. Les soucis du SENPAF, c'est d'avoir des lois favorables à l'agriculture familiale. Et notre pays vit des contrastes, comme j'aime le dire souvent. Nous sommes le poumon de l'Afrique, nous avons, le prof l'a dit, une faune et une flore extraordinaire, et au même moment, nous avons une insécurité alimentaire extraordinaire. Et ça révolte, ça révolte. Ça révolte lorsqu'on a une insécurité alimentaire, on est révolté lorsqu'on importe à manger. Et pourtant, la nature nous offre bien des choses. En lançant cette campagne, c'est dit que la RDC, comme le président l'a dit, la revanche du sol sur le sous-sol n'est pas un slogan, c'est une vérité. Et nous avons des aliments traditionnels locaux qui existent et qui peuvent bien contribuer à changer les narratifs de la RDC par rapport à ce qui est sécurité alimentaire. Voilà. Donc c'est comme ça que nous lançons cette campagne qui rentre bien dans le mandat qui nous est donné de pouvoir contribuer
à la sécurité et à la souveraineté alimentaire de notre pays. Merci beaucoup. Je vois déjà de l'autre côté les producteurs en train de secouer la tête. Est-ce que par rapport à cette campagne-là, vous allez vous retrouver? Déjà que nous étions les premiers demandeurs d'une campagne comme celle-ci. Donc nous, comme producteurs, nous nous révoltons par rapport au comportement de nos hommes politiques et au comportement du consommateur. Parce que tout le temps qu'il y a une consommation étrangère qui arrive, elle étouffe nos capacités de production. Et c'est nous qui perdons. Il y a beaucoup d'États qui, par leur politique qu'ils ont mise en place, protègent le producteur national, le producteur local. Or, dans le comportement général et du politique et des consommateurs et de beaucoup d'autres acteurs de la chaîne, on privilégie plus, c'est ça la tendance que nous avons constatée, les consommations, les produits importés. Et en ce moment-là, nous, comme producteurs, nous sommes les meilleurs perdants, les grands perdants de cette politique-là. Donc pour nous, cette campagne est une manière de soutenir en même temps le producteur agricole et de soutenir en même temps la production intérieure, ce qui va accroître les revenus de notre pays, et ce qui va aussi accroître les capacités et les conditions de vie de nos producteurs agricoles. Donc pour nous, merci beaucoup. Cette campagne, si elle n'est pas déjà en retard, elle est la bienvenue. Merci beaucoup. Je vois de l'autre côté l'expert international, M. Clément, pour avoir un point de vue contraire, parce qu'au niveau du gouvernement, je crois rien n'est fait, parce que ce n'est pas encore palpable. Il n'y a pas une décision forte par rapport au gouvernement congolais pour soutenir cette campagne. Oui, au niveau du gouvernement, ce qu'il faut retenir est que le pays a déjà adhéré à la décennie de l'agriculture familiale. Et quand nous parlons de l'agriculture familiale, nous avons 70% de la population congolaise qui habite en milieu rural. Effectivement, cette population vit de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et consomme. Nous avons 15% en milieu périurbain qui vit également de ça, mais aussi, les profs ont parlé de la sécurité alimentaire. Moi, je vais insister sur la souveraineté alimentaire et j'insiste sur la sûreté alimentaire. Mais pourquoi la sûreté alimentaire? La sûreté alimentaire, parce que déjà, la l'authenticité, vous n'arrivez pas, mais la sûreté, c'est plus grave. Ce qui est produit localement, c'est produit par qui? Et c'est produit dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas une traçabilité, c'est bien sûr. Les produits qui nous arrivent d'ailleurs, nous ne savons pas c'est produit par qui, dans quelles conditions, et comment ces produits sont conservés, comment les produits sont transformés. Ça pose problème de santé. Mais ce qui est produit localement, les maths de qui est produit localement, les sapes qui est produit localement, les maïs qui est produit localement, les riz qui est produit localement, nous avons ce que nous appelons les bénéfices sociaux par rapport à la population. Cette population qui vit de l'agriculture, dès qu'il a la possibilité d'écouler ses marchandises, de les vendre, et directement les conditions de vie sont améliorées. Et le président de la République nous parle du redressement socio-économique à partir de la base. C'est cette base-là qui doit être sécurisée par l'authenticité alimentaire pour dire ce que les Congolais consomment. Il est tout à fait anormal que nous puissions consommer ce qui est produit ailleurs, pendant que nous avons la possibilité de produire des riz à Bumba, pendant que nous avons la possibilité de produire des pommes de terre en Bazangungu, nous avons la possibilité de produire l'oignon à Kimpese. Il n'est pas normal que nous puissions consommer l'oignon qui vient d'ailleurs pendant que l'oignon produit par nos producteurs congolais est en train de pourrir et tout ça. Et ça pose problème. Donc cette campagne est bienvenue et surtout que nous sommes bientôt dans l'année électorale et il faut que ceux qui viendront vers nous puissent nous dire quelles sont les mesures qu'ils sont en train de mettre en place pour soutenir les paysans et pour soutenir les producteurs congolais. J'ai dit. Merci beaucoup. Je laisse la parole à M. Dan pour une question. Oui, ma question s'adresse au professeur Théophile. J'ai eu un peu de temps de sillonner, de faire la lecture par rapport à cette cartographie. Mais la question que je me pose, oui, c'est vrai que la JAC est là pour soutenir la campagne, SEMPAF ainsi que d'autres partenaires. Qu'est-ce qui fait que l'agriculture congolaise ou le ménage du Congolais n'est pas soutenu par l'État? Parce que ça ne fait que s'empirer dans des plaidoyers. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait des plaidoyers rédigés par les ONG, cependant que l'État lui-même ne peut pas prendre conscience et donner des ordres ou mettre encore plus de moyens? Pourquoi je dis cela? Vous remarquerez que dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y a les Indiens, les Indo-Pakistanais qui occupent
beaucoup de place, pendant que nous avons des sols, des sous-sols, autant de richesses de la faune, de la flore, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a le deux. Il y a le deux. Premièrement, il faut noter, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 47 de la Constitution. On s'arrête à la sécurité alimentaire. Ça veut dire que c'est une grande porte ouverte aux importations. Et avec le dumping qui existe, la conséquence, généralement, c'est des conséquences, comme l'a dit tout à l'heure le président de CONAPAC. La conséquence, c'est que la production locale est défavorisée. Les paysans sont défavorisés. C'est comme ça que bien d'autres pays, et c'est que je crois qu'avec cette campagne, on veut en arriver aussi là, lorsque le secrétaire technique de SINPAF parle de la législation congolaise qui doit être renforcée dans le domaine. Bien d'autres pays ont déjà inscrit dans leur constitution la souveraineté alimentaire. Donc il ne faut pas s'arrêter à la sécurité, c'est garantir la santé, la sécurité et la souveraineté alimentaire. À ce moment-là, ça imposera des politiques à mener. Les politiques alimentaires basées sur la souveraineté, ça veut dire que dans le domaine agricole, on n'attendra pas de projets qui sont proposés par des bailleurs de fonds, les partenaires congolais. Ils disent, bon, nous dégageons 5 milliards pour faire du maïs, au Kangalonzo, faire du manioc, faire la fortification. Le gouvernement ne prendra pas. Le gouvernement, d'abord, va voir, écoute, j'ai 110 millions de Congolais. Dans mon pays, il y a plus de 70% des Congolais qui se trouvent en situation de sécurité alimentaire. Dans mon pays, il y a près de 43% d'enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Ce qui aura des conséquences à l'avenir. Quasi un enfant congolais, surtout malnutrition chronique, vous rendez, avec l'incidence que ça sur le quotient intellectuel. Mais c'est déjà visible, on le vit déjà au niveau de Kinshasa, et tout ce monde-là quitte Mujima pour venir à Kinshasa. Donc, à ce moment-là, le gouvernement, avec cette législation-là, cette façon de voir les choses, en fait, le gouvernement est appelé à prendre ces décisions au regard de la situation nutritionnelle et alimentaire de sa population. Et il dégagera des moyens. Nous apprécions maintenant le budget est monté à 11%. Mais il faut que le moyen qui vont être dégagés servent réellement, arrivent réellement aux paysans, encouragent la production agricole à mieux paysan. Voyez-vous? Et donc, à ce moment-là, le gouvernement veillera aussi à ce que, non seulement, à savoir, ces aliments, il verra quelles sont les carences. Parce que, c'est vrai, la valeur nutritionnelle de l'utilisation, c'est aussi en fonction des carences en termes de nutriments, n'est-ce pas? Mais donc, on verra, le gouvernement saura, par le ministère de la Santé publique et qui gère la politique, voilà, il y a des carences en tel nutriments, micronutriments, en telle vitamine, en tel oligo-éléments, zinc, cuivre, sélénium, etc., qui rendent les gens malades, etc. Et le gouvernement aussi, par le ministère de la Santé, comprendra que, attention, il y a un danger à ces aliments importés. Des maladies telles quand on voit aujourd'hui la prévalence de certaines maladies, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, comme le cancer. Il y a des années, on était jeunes, on n'en parlait quasi pas. Mais aujourd'hui, ça monte en flèche, nous rejoignons l'Europe. Et l'Europe, qui avait pris ce chemin de l'agro-industrie, aujourd'hui fait marche en arrière en disant non, il faut promouvoir la consommation bio. Vous vous rendez compte? Et donc, je crois que, c'est pas que je crois, je suis convaincu qu'à travers cette campagne, justement, la société civile devra se mobiliser pour amener le Parlement. Tout à l'heure, là, on a parlé des institutions, lorsqu'ils légifèrent, qu'ils tiennent compte de ça, et pour amener le gouvernement aussi à agir dans cette direction-là. Et à ce moment-là, les choses changeront. Et donc, cette campagne se justifie de ce point de vue. En fait, je voudrais, allez-y. Je voudrais ajouter un élément très important qui a un lien avec la politique, en disant que notre campagne vient aussi en appui. Et je l'ai dit dans beaucoup de pays, lorsqu'on parle de l'authenticité alimentaire, lorsqu'on parle des aliments locaux,
Comment en RDC, nous avons la chance d'avoir un programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle en agriculture, POSANA, qui a un axe essentiel sur la valorisation des produits alimentaires traditionnels. Donc, il y a déjà, pour dire à notre ami journaliste, qu'il y a déjà un aspect de conscience. Mais nous devons marteler. Parce que nous savons dans notre pays, seule la volonté ne suffit pas, il faut aller très loin. Il faut accompagner cette volonté des outils, de mécanismes. Et le travail que nous, société civile, nous faisons, c'est justement pour amener le gouvernement à aller plus loin que ses intentions. Donc, cette cartographie qui est le premier produit de notre campagne est justement un outil qui va servir le gouvernement, qui va servir le ministère de la Santé lorsqu'il va s'interroger, comme les profs disaient tout à l'heure, sur les cas de manquement en oligonutriments, tout ça, et dire que la nature a offert à la RDC toutes les potentialités nécessaires pour répondre à cette question-là. Donc je pense que c'est quand même un élément important à marteler. Comme on l'a dit, les budgets ont augmenté. Maintenant, il faut que la société civile et le gouvernement aillent plus loin pour dire quelles sont les affectations possibles pour que on est à 11% d'1 milliard, donc on est autour 11% des 14 milliards, on est autour d'1 milliard de dollars pour l'agriculture. Il faut qu'on sache quelle est la part qui est mise pour la promotion des aliments traditionnels et locaux. Donc, il nous appartient, nous tous, d'accompagner et le travail que nous faisons et notre contribution à la recherche de la sûreté, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire. Sinon, c'est quand même honteux que toute l'Afrique dise, comme l'Ukraine a des problèmes, on ne sait plus donner le maïs. Ça, c'est quand même c'est vraiment un sérieux problème et pour la l'Afrique. RDC, qui a toutes les potentialités, ne peut pas tomber dans cette... 130 millions de terres arables, c'est beaucoup, mais on ne lui fait rien. Ça pose problème. Oui. Vous savez, c'est que nous, au niveau des producteurs agricoles, notre lecture des faits, Oui, je vais la donner à brut. Nous pensons que cette situation est entretenue quelque part. C'est-à-dire pour deux faits. Allez-y. Le premier, c'est que cette histoire d'importation des vivres fait l'affaire de quelques individus. Il faut les dénoncer. Et que donc, on ne peut pas s'imaginer qu'un pays comme la RDC fasse longtemps dans les mêmes analyses, parce que ce sont des analyses qui datent de longtemps, mais on ne veut pas franchir le deuxième pas, faire le deuxième pas. Pourquoi ça traîne? Parce que nous nous imaginons, en tant que producteurs agricoles, que ceux qui conçoivent les politiques savent pertinemment bien qu'il faut produire local, pour manger local. Mais pourquoi ils préfèrent investir beaucoup d'argent dans les importations, naïvement, comme producteurs agricoles? Nous nous disons qu'il y a quelque chose qui se cache sous cette opération-là. Et que donc, cette manière d'entretenir un circuit qui tue en même temps notre production et qui en aval tue aussi la santé de la population est entretenue par 2 ou 3 messieurs qui structurent, qui profitent de ce mécanisme-là. Deuxième élément, on l'a si bien dit, nous sommes à 85% une population agricole. Il suffit de se focaliser sur le secteur agricole pour voir à une dizaine d'années le Congo devenir un pays émergent agricole. Mais pourquoi on ne le fait pas? Et que donc une campagne comme celle-ci ne doit pas seulement servir vers le consommateur, elle doit aussi et surtout se focaliser sur le politique. Donner une interpellation. Une sorte d'interpellation pour dire, attention, c'est de la honte. Est-ce que vous savez qu'avant les fêtes de fin d'année, il y a des ministres qui ont fait le tour des entrepôts ici à Kinshasa pour dire que la sécurité alimentaire est assurée. Mais vous savez, les entrepôts qu'ils ont visités, ce sont les entrepôts des Indiens, les entrepôts de Pakistanais, des Chinois, et ils ont dit la ville est assurée à sécurité alimentaire. Nous devrions en avoir honte. Parce qu'on devrait plutôt, par exemple, dire quel est le stock stratégique, parce qu'il y a un programme en RDC qui s'appelle, je pense, ça doit être ça, stock stratégique, un programme, une direction ou un truc comme ça. Il n'y a pas des infrastructures viables. Mais alors, tout ça nous fait la honte. Et que donc, nous, comme producteurs agricoles, nous disons, c'est la demande qui soutient l'offre.
Une fois la demande est orientée vers les produits locaux, la production va augmenter d'elle-même. Mais pour autant que vous orientez la demande, un franc qui sort du pays pour aller importer des aliments à l'étranger enrichit ces producteurs agricoles de l'étranger et appauvrit en même temps les producteurs agricoles que nous sommes. C'est pourquoi nous disons que cette histoire doit s'arrêter. Mais je crois qu'entretenir un circuit, le gouvernement est pointé du doigt. Nous avons déjà ce que nous appelons la politique de développement agricole durable qui est déjà mise en place. Ça, c'est déjà un pas. Et en plus, la formation du président Sénégal qui sortait des sous-sols, ça c'est aussi très important, la diversification de l'économie. Donc, nous pensons, et là, si je peux interpeller aussi les acteurs. Ce sont que des intentions jusque-là. Oui, c'est là que reste les textes. Les agronomes, nous devons retourner sur le terrain. Oui, c'est ça. D'avoir tous les agronomes ici, sous les maniers. Exact. Nous devons retourner sur le terrain. Et ces paysans qui sont à Kizambouete, les paysans qui sont à Kolé, qui sont à Kabeyakamana, nous devons les encadrer, nous devons les accompagner. Nous devons leur montrer, voilà comment il faut, des bonnes pratiques possibles. Mais avec quels moyens? Oui, les moyens, non, avec les budgets, nous sommes maintenant à 11%. 11%. Des 14 les résolutions de Maputo, il fallait que les budgets alloués à l'agriculture puissent dépasser les 10%. Donc nous pensons qu'avec ça, on va revoir bientôt le plan national d'investissement agricole, qui est en train de faire des affaires avec l'appui de la FAO. Je crois que certainement, et pourquoi pas avec l'appui de la société civile. La société civile est comprise, la société civile est en train de travailler et de faire avec le gouvernement. Et vous le savez, le gouvernement, aujourd'hui, ne produit pas. Le gouvernement, il reste dans la mise en place des politiques, des stratégies. Et la société civile, ce sont des béquilles du gouvernement. Ce sont ces associations qui travaillent pour accompagner le gouvernement dans les processus de partenariat 4P. Nous croyons, nous disons que les choses sont en train de changer et nous remercions sincèrement le professeur Théophile pour avoir produit ces documents. Parce que nous disons qu'il y a des aliments locaux à l'air ici. Mais ces aliments sont où? C'est le plan géographique. C'est produit dans quel milieu? Et bientôt, nous devons aussi aller au-delà de ça. Comment préparer ces aliments? Les shawarma que vous faites ici. Moi, je vais vous fabriquer les shawarma de chez moi de Bayaz. Ça sera comment? Expliquez-nous, ça sera comment? Généralement, des variantes, là, c'est la première. Nous avons courge. Avec les mika. Nous avons les mika, nos courges, nos riches-pois, fabriqués avec les pots, fabriqués avec le maïs. Et quand vous prenez ça, les mika, nous mettons les grillons, les maquelés dedans. Ça, c'est du shawarma, c'est le Bayaz. Ah bon, ça, c'est une première. Allez-y, madame. Je crois bien qu'avec cette politique, et les 145 jours, comme le prône le président de la République, 145 territoires, s'il vous plaît, et que la campagne ici de la production des aliments locaux et traditionnels tombe à point nommé. Et je pense que ça aura un impact visible sur les 145 territoires. Et par ricochet, il y a une préoccupation, comme l'a souligné M. Tengen tout à l'heure, j'ai une préoccupation vis-à-vis du professeur Théophile Mbemba. En parlant de cette cartographie, vous avez mené une étude approfondie. Là-dessus. Et je crois que la production, comme nous la décrions maintenant, elle doit être vraiment palpable sur le terrain et que la conservation de ces produits va se faire valoir aussi dans les milieux ruraux surtout, avant d'être dans nos milieux urbains, et que la commercialisation doit avoir aussi un impact aussi visible dans nos différents milieux. Professeur Théophile Mbemba. Merci beaucoup, madame. En lisant le résultat de l'étude de la cartographie de la production des aliments locaux et traditionnels en RDC, il y a tout un chapitre réservé aux défis. C'est ça. Il y a des défis que nous devons chercher à relever. La société civile, l'État, etc. Et parmi ces défis vient le fait justement de veiller à ce qu'au niveau de la chaîne alimentaire, de la production du producteur jusqu'au consommateur, rassurer les consommateurs que l'aliment qu'il a, c'est un aliment sain, qui a été bien produit, qui a été bien conservé, et quand il va le consommer, ça sera bon pour sa santé.
Et c'est comme ça qu'on relève les défis de la certification, les défis de la qualité de ces aliments, les défis de la productivité, comme tout à l'heure M. Tengue l'a dit. Donc il y a un certain nombre de défis qu'on relève, mais c'est le fait que ce défi existe ne doit pas nous empêcher à lancer la campagne. Il faut que la campagne avance, soit boostée, pour que justement les institutions sensibilisées à cet effet vont aussi s'impliquer davantage, faire le deuxième pas, comme le disait tout à l'heure le producteur, faire le deuxième pas, passer des écrits à l'affectation de ressources pour la mise en œuvre des actions crédibles qui rejoignent justement, qui vont contribuer à relever les défis. Mais aussi longtemps que l'État congolais ne met pas trop de moyens par rapport au secteur pour éduquer pour renforcer la formation des agronomes. Passez pas qu'il n'y a pas une volonté politique. Parce que pour booster ces secteurs-là, il faut que c'est le secteur d'agriculture soit aussi, qu'il y ait des experts à ce niveau-là. Absolument. Mais il y a le directeur Tengue vient de le dire, que le budget est passé à 11 milliards. Ça, ce sont des chiffres. Justement, il essaie, ce sont des chiffres. Et il a dit qu'il faudra que les agronomes descendent sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'État passe le niveau des intentions à l'action. C'est ça. Il faut que ça passe à l'action. Et l'action va consister en quoi? Justement, c'est ça la politique de souveraineté alimentaire. Que le Congolais, à l'époque coloniale, on savait même peu après l'indépendance, les agronomes étaient sur le terrain. Le moniteur agricole, au niveau de chaque territoire, etc. Chez moi, ici, il y avait une grande institution, la Kimbao, qui était spécialisée à produire des semences. Mais c'est tombé à ruine. Complètement. Mais alors, vous voyez déjà qu'il faut commencer par viabiliser ces secteurs-là. Juste pour la formation. C'est que nous disons que maintenant, avec les intentions politiques qui vont dans le sens justement de booster le développement de l'agro-industrie et le développement de l'agriculture, et avec cette campagne qui se lance, nous souhaitons ardemment que les institutions s'en saisissent, intériorisent et s'impliquent sérieusement. Je voudrais dire, il y a un élément capital. Je pense que la question de la souveraineté, de la sécurité alimentaire est l'affaire de tous. Et dans le cadre de cette campagne, je prends le cas de la campagne que le SENPAF a lancée, nous n'allons pas nous arrêter seulement à cette étude, à cette cartographie. Mais on a même perdu la main. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Donc il y a un deuxième travail qui consistera justement à relancer, à apprendre aux gens l'art culinaire. Et après l'art culinaire, ça sera la consommation. Donc il faut sensibiliser les gens. Les gens ont été déconnectés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont été déconnectés de la consommation des aliments traditionnels et locaux. Donc je pense que à ce stade, ce que nous, comme société civile, nous voulons dire que chacun a sa part de responsabilité. Et les politiques, on les prend au mot. Lorsqu'on dit revanche du sol sur le sous-sol, nous menons notre part, le gouvernement dit, nous allons au pied du mur pour dire voilà ce que nous faisons. Donc ici, il est question que chacun apporte quelque chose. Et nous pensons que nous n'avons pas des intentions, nous de la société civile. Nous passons à l'acte sur base... Non, nous ne sommes pas d'abord au niveau du plaidoyer. Les documents ici, ce n'est pas un premier document de plaidoyer. C'est un document qui fait le point sur les aliments locaux qui existent. Et c'est possible. Voilà ce que nous sommes déjà à l'action. Nous sommes dans l'action. Les PROSANA existent au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais ça ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. Vous appellerez le directeur du PROSANA, vous allez lui poser la question. Et c'est pour ça que nous, ici, nous disons, et on l'a dit ce matin, à Jacques, comme membre du SENPAF qui travaille pour des lois favorables à l'agriculture, nous sommes donnés comme mandat de vous fournir les bonnes informations. Parce que nous ne voulons pas qu'un membre de la JAC rentre dans les affirmations sans soubassement.
C'est comme ça que le secrétariat technique est là. Si vous avez des doutes sur le budget, des doutes sur ceci, la CONAPAC, qui est membre du CENPAF, assure le monitoring du budget. Donc, elles peuvent bien vous dire, voilà, le budget était de 8 milliards, on a fait ceci, on a fait cela, puisque ça fait partie de notre travail. Nous voulons, comme plateforme, être crédible, et pour être crédible, nous nous battons sur des études comme les profs l'ont fait, sur d'autres qui viendront, pour que notre discours soit soutenu par des documents qui peuvent faire l'objet fiable, au lieu de rentrer dans des incantations. Voilà un peu ce que je sais. Une petite précision, peut-être avant le dernier mot. Nous félicitons le gouvernement pour aller jusqu'à 11 milliards. 11 milliards. 11 milliards. C'est bien bon. Déjà, ce sont des intentions. Bon, parce que les gens congolais ne suivent pas. Et disons que ça soit de cette manière-là. Oui, parce que nous avons tous les documents, c'est ça. Okay. Mais une attention particulière doit être permanente. Il ne suffit pas de déclarer, il faut décaisser. Très bien. Il ne suffit pas de décaisser, il faut veiller à la répartition équitable dans les différents postes de l'agriculture. Nous avons constaté que beaucoup de projets qui ont consommé des milliards et des milliards, mais sont restés dans la superstructure. Par manque de suivi, par aussi naïveté de nous comme producteurs, par aussi gourmandise des animateurs de ces différents projets-là. Ce qui fait que la part qui revient à la production en tant qu'activité de production n'a pas dépassé aussi 3%, même dans les grands projets. Et ça fait quoi? On vous dit que tel projet, par exemple, a été financé à la hauteur de 240 millions de dollars, mais lorsque vous faites l'analyse de la structure de dépenses, vous constatez que chez les producteurs, il n'est arrivé que peut-être 5 000 ou 2 000 ou un petit rien. C'est connu. La viande que nous consommons ici à Kinshasa, elle vient de l'Angola. Est-ce que ça ne peut pas nous donner la honte? Et nous, comme producteurs, nous disons, à un moment donné, arrêtons de faire les sketchs, de dire qu'on a augmenté les budgets. Nous verrons les budgets chez nous dans nos champs et non au niveau de l'Assemblée ou au niveau du gouvernement. Alors, et cela va nous aider. Comme lié par rapport à la promotion des aliments. Comme nous parce que nous attendons vers la fin. Oui. Oui, je vois que pour soutenir, vous recadrer. Alors, on va citer. Oui. Je crois que vous aurez la dernière parole. Okay. Quels sont les principaux défis liés par rapport à la promotion des aliments locaux? Je crois que vous allez faire le tour. Et puis la dernière question pour clôturer. Oui, professeur. Merci. Je vais en citer quelques-uns et nous pourrons compléter. Oui. Il y a d'abord un premier défi, la législation congolaise. Elle est insuffisante, et CENPAF nous l'a dit, et il faut qu'on la renforce. Qu'on renforce pour justement que les politiques à mettre en œuvre soient des politiques de souveraineté alimentaire qui obligent les institutions et le gouvernement surtout à œuvrer dans cette direction. Le deuxième défi, c'est un défi scientifique et éducationnel. Nous estimons que la flore est là, la faune est là, et c'est en cela que ce travail commandé par CENPAF est important. Personnellement, je travaille depuis 1986 sur les aliments traditionnels, et donc aujourd'hui, que ce soit à ce niveau ici, c'est important que la population soit informée, qu'ils sachent que ces aliments existent, que ce sont des aliments de bonne valeur nutritive, et sains, et quand les consommants vont contribuer à leur santé. Et donc, il faut une politique d'éducation nutritionnelle aussi, qui parte déjà dès le jeune âge. À partir de manuels, aujourd'hui, le gouvernement a traduit sa volonté d'avoir des cours de nutrition déjà au niveau secondaire. Mais il faut que le contenu s'adapte aussi à la consommation des aliments locaux et traditionnels. Ça, c'est le troisième défi, c'est la production. Comme on l'a dit, nous sommes près de 110 millions avec tous les problèmes qu'on a. Ça veut dire que la meilleure façon de lutter contre les importations, c'est aussi de promouvoir la production à l'intérieur du pays. Parce qu'à ce moment-là, lorsque les aliments sont disponibles et que
on rassure la population qu'ils sont sains, ils vont y aller. Et c'est là que les agronomes doivent s'engager pour que là où il y a des aliments très intéressants, dont la productivité n'est pas encore suffisante, qu'on s'y mette, qu'on le produise suffisamment pour les rendre disponibles et accessibles à la population. Si vous voulez, je peux continuer. Ok, allez-y, M. Sylvain, un mot, et puis M. En fait, le mot le plus important pour moi, c'est, je lisais quelque part, un bon produit, les bons produits qui sont sur la table. D'accord? Il peut coûter moins cher, avoir toutes les qualités, mais lorsqu'il n'est pas sur ma table, bien sûr les tables, et si on ne sait pas accéder à ces produits, il n'est pas de bonne qualité. Donc lorsque nous lançons cette campagne sur l'authenticité alimentaire, je mange africain, je mange congolais, un des grands défis que nous avons, nous comme société civile, nous comme gouvernement, c'est de nous assurer que ce produit-là, on va le trouver sur les tables. Voilà, donc ça c'est un très grand défi et cela demande beaucoup de moyens, à la fois humains, financiers, pour que cela soit concrétisé. Sinon, on aurait échoué en lançant une telle campagne et après, on ne trouve pas les produits sur la table. Merci beaucoup. Soutenir l'authenticité alimentaire revient à dire par ricochet soutenir l'agriculture familiale. Parce que nous ne pouvons avoir des aliments locaux et traditionnels que par les ménages qui sont les principaux producteurs de ce que nous devons manger et ce que nous mangeons localement. Et que donc, nous pensons qu'au-delà de la loi congolaise qui consacre 3 types d'agriculture, l'agriculture familiale, de type familial et industriel, il faut faire le choix. Soit nous orientons le plus de moyens tels qu'on les a orientés dans de gros trucs, où je ne veux pas les citer dans cette émission ici, soit nous allons vers l'agriculture familiale et donc nous soutenons l'authenticité familiale. Et le peuple le plus fort, ce sont les peuples qui savent nourrir, assurer la souveraineté alimentaire. Comme l'avait fait la Chine. Et j'ai fini un petit mot. Les grandes puissances militaires et industrielles aujourd'hui au niveau mondial sont d'abord premièrement des grandes puissances alimentaires. Et donc si nous voulons être respectés, nous devons aussi d'abord être une puissance à souveraineté alimentaire. Allez-y, monsieur. Pour compléter ce que viennent de dire les éminents participants ici, il y a ce que nous appelons aussi la communication pour les changements de comportement. Quand je dis communication pour les changements de comportement, au lieu que les enfants apportent les shawarma, les enfants peuvent apporter la chikwang, les enfants peuvent apporter la patate, tous ces consorts à l'école, pourquoi pas, et dans les grandes manifestations. Lorsqu'il y a des grandes manifestations au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée provinciale et tout, au lieu d'amener des mains qui viennent d'ailleurs, on peut préparer les tournous, les mondo, le fumboua, les kilébou, les mifungou et tout ça. Et c'est tout ça aussi une façon de promouvoir ce que nous produisons et nous devons manger ce qui est produit. Voilà un peu. Et même pour la production des produits locaux tels que le jus, la transformation des fruits. Écoutez, tout ce que vous consommez ici, ce sont des jus au goût de fruits. Maintenant, nous sommes à la période des safres. On va voir un peu comment les safres sont en train de pourrir là. On peut transformer ça, les oranges, on peut transformer ça. Donc, au lieu de consommer des jus au goût du fruit, nous pouvons produire nous-mêmes nos propres jus. Nous avons les ananas, nous avons les papayers, les manguiers, et nous pouvons consommer ce qui est produit local. Voilà un peu. Est-ce que, d'après vos interventions, la population, à travers cette émission, peut déjà changer le comportement de manger bio? Je commence par vous pour terminer par ici. Oui, mais les campagnes. Dans une minute. Oui, au niveau des églises, pourquoi pas? Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau des églises, les campagnes, déjà partout de l'église. Au niveau des églises, nous devons lancer des campagnes sur l'authenticité alimentaire. Et là, nous aurons un grand nombre de chrétiens qui seront déjà, bon, même les musulmans partout. Quand je dis église, je prends en compte tout le monde. Oui. Bon, à partir de l'église, on va déjà prêcher ça là-bas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Malembe. C'est pourquoi nous appelons ça lancement. C'est-à-dire nous faisons le premier pas vers la sensibilisation. Et donc, d'ici une année, le temps de faire notre campagne de ce projet ici, peut-être que nous allons observer de petits changements, mais les changements véritables commencent par chacun de nous. Nous qui sommes ici déjà sur cette table. Si chacun pouvait commencer par lui-même, c'est comme ça que le changement va arriver. Et donc, nous pensons que le premier pas que nous lançons aujourd'hui, merci beaucoup pour les SYNPAF,
que cela va petit à petit révolutionner en répondant aux différents défis qui ont été relevés sur cette table et dans l'étude du professeur. Donc, bonne chance à la campagne. Merci beaucoup. En une minute, je dirais que cette émission aurait réussi si les personnes qui vont suivre arrivent à dire manger les aliments traditionnels et locaux est possible. C'est ça. Et je pense que nous l'avons démontré avec la Canto. Oui, professeur, dans 10 minutes. Merci. Ce que je pourrais dire, c'est que la campagne est importante. Maintenant, il faut que les différents secteurs s'impliquent, et particulièrement au niveau de l'éducation, au niveau de la communication. Personnellement, j'avais déjà commencé. Moi, j'y travaille, ça fait partie de mon ADN. J'anime une émission tous les lundis, aujourd'hui d'ailleurs, 15h30 à la radio Maria. Une émission d'alimentation santé pour justement amener les auditeurs à changer les comportements alimentaires par la consommation des aliments locaux et traditionnels. Merci beaucoup si vous avez suivi cette émission. Ce plateau spécial a été organisé grâce à nos partenaires techniques, AFSA, SIDA, SENPAF. Bon, on cite CONAPAC qui était aussi notre partenaire sur le terrain. Mais vous avez compris que sur ces plateaux, nous avons eu 4 invités et les producteurs étaient là, les producteurs des producteurs agricoles. Nous avons eu entre guillemets un membre du gouvernement qui est aussi un expert international. Nous avons eu M. Sylvain qui est de la société civile et un chercheur qui est aussi de la société civile. Donc, ils ont tenté de répondre à cette question. Continuez de nous suivre. La JAC va poursuivre son travail. Merci et à la prochaine.